Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Cette fois, nous allons suivre l'interview de Florence de Changy et Guylain Watrolo sur RTL. Et au cours de cette interview, je vous apporterai quelques précisions, également quelques remarques et quelques corrections aussi sur certaines affirmations qu'on aura dans cette émission radio. Il était parti de Kuala Lumpur et devait arriver à Pékin. C'est près du Vietnam que le contrôle aérien a perdu sa trace. À son bord se trouvaient 239 personnes, en majorité des Chinois. Parmi les victimes se trouveraient également 3 Français. Bonsoir, c'était il y a 7 ans, dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysian Airlines disparaissait subitement des écrans de contrôle. Une évaporation en plein ciel, comme si le Boeing 777 et ses 239 passagers avaient tout simplement été effacés du ciel entre la Malaisie et la Chine, là où ils devaient se poser. Va alors commencer le plus grand des mystères de l'aviation civile. Aucune trace d'un crash, de gigantesques recherches qui ne donnent rien, une enquête verrouillée. La thèse officielle va dire que l'équipage, pour une raison inconnue, aurait mis cap au sud-ouest, à l'opposé de sa route initiale, aurait volé ainsi jusqu'à la dernière goutte de kérosène, sauf que cette hypothèse est contestée par certaines expertises. Pourquoi les recherches ont-elles été orientées dans une zone où le MH370 n'aurait jamais été aperçu? Pourquoi cette diversion? Pourquoi tous ces mystères au plus haut sommet des États? Bavures militaires, attaques délibérées, et si le vol de la Malaisienne avait été tout simplement abattu? Autant de questions que nous allons explorer ce soir avec nos invités, à la faveur d'un livre révélation, Vol MH370, la disparition, une enquête qui révèle les dessous de cette affaire et livre un scénario des plus troublants. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Il est presque minuit ce vendredi 7 mars 2014 à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. 239 passagers sont attendus à l'embarquement du vol MH370 à destination de Pékin. 5h34 de vol, une majorité de Chinois qui rentrent chez eux. 4 Français sur la liste, Laurence Watrolo, sa fille Ambre, 13 ans, son fils Adrien, 17 ans, et la petite amie franco-chinoise de celui-ci. Aucun incident à signaler lors de l'embarquement. À 0h40, le Boeing 777-200 décolle dans le ciel de la Malaisie. Les conditions de vol sont excellentes. À bord, tout se passe bien, pas de tension particulière. Les échanges entendus depuis le début du vol dans le cockpit de pilotage par la tour de contrôle sont détendus. Après 40 minutes de vol, l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien. À 1h19, le commandant de bord adresse ainsi à la radio le message classique « Good night, Malaysian 370, bonne nuit à tous, signé Malaysian 370 ». En entrant en territoire vietnamien, il est prévu que le commandant se manifeste avec le message suivant « Ici MH370, bonjour Ho Chi Minh », mais ces mots ne seront jamais prononcés. À 1h20, 5 secondes après avoir passé une balise face à la pointe du Vietnam, toute communication est soudain interrompue. Silence radio total en provenance du Boeing de la Malaisienne. Vers 1h30, le pilote d'un vol de la Japan Airlines à destination de Tokyo serait brièvement rentré en contact avec le vol MH370, mais la conversation se serait avérée brouillée, inaudible. Ce témoignage reste aujourd'hui classé confidentiel. Alors en effet, c'est un témoignage qui a été rapporté par Florence de Changy, mais qui est intervenu assez vite au début de la disparition de l'avion. Sauf que il y a des choses qui m'interpellent là-dessus, c'est que un pilote de la Japan Airlines qui aurait visiblement été entendu par des policiers vietnamiens. Problème, c'est qu'on n'a aucune trace de ce genre de rapport, mais surtout, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi le contrôle vietnamien n'a pas été informé par le pilote de ce Japan Airlines en vol. Parce que les avions en vol veillent cette fréquence de détresse sur laquelle a été entendu ce message,
Et bizarrement, le pilote de la Japan Airlines n'en aurait pas fait état sur la fréquence auprès des contrôleurs vietnamiens. On n'en trouve aucune trace dans les conversations téléphoniques entre les superviseurs du contrôle aérien vietnamien et malaisien. Et ça, moi, ça me paraît quand même relativement troublant sur la viabilité de ce témoignage. Autre chose qui me trouble sur ce témoignage, c'est que bizarrement, il n'y aurait qu'un seul avion qui a entendu l'appel de détresse du MH370 sur la fréquence de détresse. C'est complètement aberrant dans le sens où cette fréquence, comme je disais, est veillée par tous les avions en vol, mais aussi par tous les centres de contrôle en route, mais également les tours de contrôle. Et étonnamment, il n'y a qu'un seul avion qui a entendu ce message. Personnellement, moi, ça m'interpelle. Il devrait y avoir d'autres avions qui auraient entendu ce message. Or, bizarrement, il n'y en a qu'un seul. Ce qui me laisse justement penser que ce témoignage, il n'est pas forcément crédible. Les tours de contrôle de la région attendent en vain un message de l'appareil, mais aucun signe de vie ou de détresse, aucun SOS concernant par exemple un détournement ou un incident mécanique. L'inquiétude domine. Il faut malgré tout attendre 5h30 le matin, samedi 8 mars, pour que l'alerte soit officiellement lancée. 2 heures plus tard, Malaisian publie un premier communiqué. Tous les pays de la région proposent leurs équipes de secours. La France envoie une équipe du bureau enquête accident, le BEA. Les Américains délèguent leurs experts, mais aussi des hommes du FBI et d'agences de renseignement qui vont aussitôt se rendre au siège de la Malaysian Airlines. Les Vietnamiens vont rapidement faire savoir que l'avion s'est écrasé au large de leur côte. Une immense traînée de fuel aurait été repérée. Mais curieusement, cette information n'aura aucune suite. Aucune suite, ça n'est pas exact. Les autorités ont communiqué sur cette nappe de pétrole qui aurait été détectée. Et ils auraient dépêché également des moyens supplémentaires pour essayer d'investiguer. Ils n'ont jamais retrouvé la trace de cette nappe de pétrole. Voilà. Après, ce qu'il faut voir également, là on parle de nappe de fuel. Le kérosène, ce n'est pas du fuel. Vous n'allez pas du tout avoir la même trace au niveau de la mer. Mais les autorités ont communiqué là-dessus. Ils ont envoyé des moyens dessus. Mais ils n'ont pas retrouvé cette nappe de pétrole qui avait été identifiée initialement. Bonsoir Florence de Changy. Bonsoir Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être ce soir en direct depuis le continent asiatique où vous vivez depuis une vingtaine d'années. Vous êtes journaliste, grand reporter, correspondante notamment pour le journal Le Monde. Et vous venez de publier aux éditions des Arènes Vol MH370, la disparition, l'enquête, je peux le dire, la plus complète, la plus documentée sur ce mystère, des centaines et des centaines d'interviews. Et je l'avoue, 500 pages qui changent le regard vraiment sur cette catastrophe. Alors on est là, Florence de Changy, au tout début. Au départ, j'ai envie de dire, c'est un accident, une catastrophe aérienne classique, ou bien dès le début, il y a des détails qui interpellent? C'est vrai que dès le début, on se dit c'est quand même très étonnant qu'un Boeing 777, qui est là un des avions les plus sûrs de la planète, et ça je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, puisse disparaître. En plus, à cet endroit qui est particulièrement surveillé. Donc tout ça semblait très très bizarre. L'idée que les autorités plaident le mystère et la disparition incroyable, je trouvais ça un petit peu suspect. Mais au début, ils avaient le bénéfice du doute, disons. Alors, Florence de Changy, vous avez pu visionner la vidéo de l'embarquement du MH370, vidéo jalousement gardée par les autorités. Vous décrivez d'ailleurs dans votre ouvrage ces passagers qui, dans un peu plus d'une heure, vont disparaître. J'ai envie de vous demander, que dit finalement cette vidéo? Est-ce que certaines images posent problème? Alors oui et non, j'avoue que quand j'ai eu accès à cette vidéo, j'avais à l'esprit un scénario, j'avais en particulier à l'esprit la possibilité que quelqu'un de suspect dont on avait parlé de la présence à bord n'y serait pas. Et donc quand je l'ai vu, c'était pour prouver cette hypothèse, et en fait j'avais faux en quelque sorte. Donc de ce point de vue-là, ça a mis un terme à une de mes recherches. Ce qu'on
voit au départ, c'est avant tout un embarquement tout à fait normal. La banalité de cet embarquement est assez tragique parce que on y voit des enfants, on y voit des personnes qui sont pressées de rentrer chez elles pour le week-end. On y voit la famille française, Florence, de Changy aussi. Oui, absolument. On les reconnaît tout à fait. Les enfants, l'épouse de Guylain Wattrelos. Non, c'est une scène tristement banale. Et il n'y a rien a priori qui permet de penser que ça va être le plus grand mystère de l'aviation civile. C'est vrai que quand on le sait et quand on le regarde après coup comme moi, parce que je l'ai vu à peu près 1 an plus tard, on cherche des indices. Et j'ai vu notamment certaines personnes monter à bord avec des airs un petit peu de mercenaires. Je l'ai décrit dans le livre. On se demande un petit peu ce qu'ils font là. Il y a quelques passagers qui, objectivement, ne sont pas forcément légitimes à bord de cet avion parce que leur voyage ne justifiait pas qu'ils soient sur ce vol, et puis parce que leur allure contraste avec celle de la plupart des autres passagers, effectivement. Alors visiblement, ces Ukrainiens qui auraient des allures de mercenaires, personnellement, je ne suis pas certain d'être capable de dire sur un enregistrement vidéo comme ça que telle ou telle personne aurait des allures de mercenaires. Enfin, moi j'ai pas l'œil pour ça, Florence de Changy là peut-être, mais je suis quand même très dubitatif. Surtout que quand on regarde le scénario qu'elle évoque, ces Ukrainiens ou ces mercenaires ne sont absolument pas liés au détournement de l'avion. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui est purement subjectif. Donc je suis assez dubitatif sur cette idée-là. Alors, bonsoir Guylain Wattrelos. Bonsoir. Merci beaucoup d'être également en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je le rappelle, vous avez perdu dans cette tragédie votre épouse et 2 de vos 3 enfants, Ambre et Adrien, 13 et 17 ans. Et puis vous avez aussi publié avec la collaboration de la journaliste Gaëlle Legendre, Vol MH370, une vie détournée aux éditions Flammarion. Alors, j'ai envie de dire que ça fait 7 ans que vous cherchez la vérité. Vous avez entendu Florence de Changy, vous avez également lu son ouvrage. Alors, je suppose qu'au tout début, évidemment, quand vous avez appris cette nouvelle, c'est la détresse qui vous a submergé. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Guylain Wattrelos, de vous heurter très vite au mur du silence dans cette affaire ? On a eu surtout l'impression, à partir d'une semaine, d'être heurté effectivement à quelque chose de plus gros que nous et un énorme mensonge, puisque comment ça se passe la première semaine, il faut savoir qu'on pense que l'avion a disparu en mer de Chine, et donc on envoie des moyens extraordinaires, des avions, des bateaux chercher en mer de Chine. Donc la mer de Chine, c'est entre la Malaisie et le Vietnam. Et une semaine après, on nous dit, le Premier ministre malaisien nous dit, au fait, nous avons vu l'avion le soir même, nos radars militaires ont pris l'avion le soir même, à des milliers de kilomètres de là où on cherche depuis une semaine. Bien sûr. On a cherché pendant une semaine pour rien. On se dit dès la première semaine qu'il y a un problème. Je suis désolé, mais je vais devoir contredire Guylain sur ce point. Non, ça n'est pas vrai que les autorités ont attendu une semaine pour annoncer qu'ils avaient vu l'avion sur leur radar qui avait fait demi-tour. Ça n'est pas vrai. Et pour preuve, dès le 9 mars, voici ce que disait le responsable de la force aérienne malaisienne en conférence de presse. We look back at the recording and there is an indication, possible indication that the aircraft made a turn back, and this is collaborated at the moment. As we speak, we are trying to make sense of this, and is in some part collaborated by civil radar, but we are still looking for areas from our international agencies. One of the possibility of turn back is coming back to KLIA. Okay. Can I ask, with that turn back, does the radar record reflect how much of a turn back it made? In other words, did it come back kilometers, 20 kilometers, 10? I think we are still looking at that. We are still looking at Forensic. that. That's your radar or is that the civil radar?
Where are you from? Military. You are from? Military from? radar. Got it from the Wall Street Journal. Okay. Military radar. Okay. Alors pour traduire ce qui est dit dans cette conférence, qui date donc du 9 mars 2014, donc on est donc le lendemain de la disparition, donc au deuxième jour, le responsable de l'armée malaisienne dit clairement qu'ils ont vu sur les radars militaires l'avion qui aurait fait un demi-tour et qui sont en train d'investiguer ces données radars. Donc je suis désolé, on ne peut pas dire qu'on a attendu une semaine ou même 5 jours pour annoncer officiellement que l'avion a été vu sur des radars. Je suis désolé, je l'ai déjà exprimé, ça a été dit officiellement, vous avez la preuve sur cette conférence de presse dès le 9 mars. Maintenant, pour ce qui est d'avoir cherché pour rien pendant une semaine dans ce secteur, il faut se remettre dans le contexte du moment. Dès la première semaine, les Chinois ont indiqué également avoir des images satellites en mer de Chine montrant des débris. Des débris dont Florence de Changy parle dans son livre avec des tailles qui sont complètement démesurées, de plusieurs dizaines de mètres de longueur et dizaines de mètres de largeur, voire même plusieurs vingtaines pour certains, et qui sont complètement incompatibles avec des débris flottant d'un avion. C'est des débris qui sont de beaucoup trop grande taille. Donc forcément, les autorités chinoises avaient communiqué là-dessus, et les autorités malaisiennes ne pouvaient pas laisser la mer de Chine sans avoir investigué proprement toute cette zone. Donc ils étaient aussi tributaires de continuer les recherches dans cet endroit-là, malgré le fait que les données radars indiquaient que l'avion avait fait demi-tour et qu'il était à l'ouest de la Malaisie. Mais ce qu'ils faisaient également en même temps, c'est qu'ils avaient des données satellites d'Inmarsat qui étaient en cours de vérification, et que ça n'est que lorsque les données ont été vérifiées par Inmarsat à nouveau, mais également par d'autres organismes comme la AIB, le NTSB notamment aussi a été concerné, ce n'est que quand ils ont eu confirmation de ces données-là que le Premier ministre a annoncé le lendemain qu'ils annulaient les recherches en mer de Chine. C'est le point de départ de la fin des recherches en mer de Chine, c'est la confirmation de ces données Inmarsat qui venaient confirmer les données radar qui avaient été observées dès le premier jour de la disparition. Donc, il faut vraiment remettre les choses dans le contexte pour comprendre pourquoi les autorités ont continué à chercher également à cet endroit dès le départ, et aussi pendant les jours qui ont suivi. Et donc, ils ont cherché dans ces deux secteurs, à l'est et à l'ouest de la Malaisie. Il faut vraiment comprendre ça. Là, dès la première semaine, il y a un problème. On va bien sûr parler de cette révélation, si je puis dire, et de ce transfert de l'avion dans une zone où il ne devrait pas être. Quel est votre, j'ai envie de demander, quel est votre sentiment sur place? Est-ce qu'on vous informe beaucoup? Est-ce que vous avez accès à des briefings? Est-ce qu'on vous explique, ou bien pas du tout? Chacun est laissé un petit peu... Rien du tout. La seule information que j'avais, parce qu'à les premières semaines, je suis à Pékin et j'attends ma famille. Et je suis en fait sur CNN et BBC, et je regarde 24 heures sur 24 CNN et BBC qui faisaient des reportages permanents là-dessus. Et c'est tout ce que j'avais. Je n'avais rien d'autre. L'ambassade de France ne vous dit rien à l'époque, à Pékin ou à Kuala Lumpur? Lumpur, L'ambassade de France ne me dit pas je ne me dis pas grand-chose. Je suis contacté par le ministère des Affaires étrangères à un moment donné, qui me met un psychologue pour s'occuper de moi, mais c'est tout. Mais je n'ai aucune information. Alors, ce que dit Guilain justement là-dessus, il a totalement raison. La gestion de la communication, que ce soit de la compagnie, que ce soit des autorités malaisiennes vis-à-vis des familles, a été totalement défaillante. Clairement, dans cette affaire, il y aurait beaucoup de choses à en dire sur l'aspect gestion des familles. Je pense que la Malaisie a beaucoup à apprendre justement de ce cafouillage. Maintenant, il faut également aussi se mettre à la place des enquêteurs, des autorités qui avancent à tâtons dans une affaire qui les dépasse complètement. On est sur, au départ, ce que l'on pense être un accident en mer de Chine, et on se rend compte que l'avion a fait demi-tour. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas
par qui, c'est le flou total. J'imagine qu'on aurait eu la même situation en France. Les autorités auraient été également bien embêtées de communiquer certaines infos sans savoir justement le pourquoi. Donc c'est un peu ce qui est quand même assez extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre les tenants et les aboutissants de cette disparition. Qui, pourquoi, comment. Alors le comment, on a une petite idée, mais on n'a pas tous les éléments. Mais il y a énormément de questions que les autorités auxquelles nos autorités n'avaient pas de réponse au début. Et même encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, on n'a toujours pas de réponse. Donc on est vraiment sur un cas qui est quand même assez atypique en termes de disparition d'avions, vraiment, même encore aujourd'hui. Silence officiel qui va alimenter une multitude d'hypothèses jusqu'à ce que surgisse la thèse d'un geste délibéré du pilote ou du copilote. Le choix de se détourner à l'opposé de sa route initiale peut être un acte de pure démence. Dans les jours qui suivent la disparition du Boeing 777 de la Malaisiane, des informations disparates circulent sur la catastrophe. La thèse d'un détournement est avancée. Il est ainsi fait état de 2 Iraniens, Pouria Nour Mohamed, 19 ans, et Seyed Mohamed Reza Delawar, 29 ans, embarqués avec des passeports volés. 2 hommes qui sont peut-être impliqués dans une action terroriste. La publication de leurs photos ajoute à la confusion. C'est un photomontage, même jambes et même basket aux pieds pour tous les 2. Les autorités avancent une erreur de photocopieuse. Les services de renseignement ne trouveront rien sur ces 2 hommes, soucieux de fuir l'Iran pour retrouver leur famille en Europe en passant par la Chine. Alors cette histoire de photomontage sur les 2 Iraniens avec les faux passeports, vous l'avez sur l'image qui est là. Et en effet, ça pose question sur la compétence un peu des autorités malaisiennes sur certains domaines. Et là, on voit en fait que la partie basse de la photo, en fait, c'est la même. Sur les 2 personnages, en gros, on a les mêmes jambes. Donc il y a vraiment un photomontage, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, ça, clairement, c'est sûr que ça jette un peu le discrédit sur la qualité de l'enquête de police qui est en cours dessus. Concernant ces 2 Iraniens, il faut savoir que c'est pas dit dans l'interview, mais ils ont été blanchis, je dirais, par Interpol. Il y a eu carrément une conférence d'Interpol, alors j'ai plus la date en tête, il me semble que c'était aux environs du 15, alors faut que je retrouve ça dans mes données. Interpol, c'était le 11 mars. Donc c'était le 11 mars que Interpol est intervenu pour dire voilà, on n'a rien dessus, on n'a pas de preuve d'affiliation terroriste de la part de ces 2 Iraniens. Mais il y a un petit détail qui est intéressant qu'on découvre dans les rapports qui moi m'interpelle. Donc on dit qu'il devait rejoindre l'Europe, donc, et notamment un qui devait rejoindre sa famille à Amsterdam. Et que c'est sa famille qui est à Amsterdam qui aurait donc informé les autorités que cette personne était prévue d'embarquer avec des faux papiers à bord de cet avion. Et moi, ce sur quoi je m'interroge là-dessus, c'est pourquoi cette personne n'a pas pris le vol malaisienne qui décollait juste après le MH370. Alors j'ai plus le numéro du vol. Mais pourquoi il n'a pas pris le vol suivant, qui partait le même jour, quelques minutes plus tard, et qui allait directement à Amsterdam? Pourquoi passer par la Chine pour rejoindre ensuite Amsterdam? Ça fait une escale, ça fait un risque de se faire attraper avec un faux passeport. Ce petit détail, étonnamment, il a tiré l'attention de personne dans l'enquête. Sauf que quand moi je la lis, moi ça m'étonne. Moi, je trouve que passer par la Chine pour aller sur Amsterdam alors qu'il y a possibilité de faire un vol direct, moi ça m'interpelle. Apparaissent aussi des doutes de plus en plus insistants sur les personnalités du copilote et du pilote. Le premier, 27 ans, est tour à tour présenté comme un musulman rigoureux et pieux, puis comme un fêtard, invétéré. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, 53 ans, serait lui en plein marasme affectif et familial. Il aurait pu choisir d'en finir avec la vie
en s'écrasant avec l'avion, version qui a toujours aujourd'hui encore ses partisans, même si rien de suspect n'a été trouvé dans la vie du commandant de bord. 6 jours après le décollage du vol MH370, le journal financier américain The Wall Street Journal fait une révélation capitale. Sur la foi de diverses sources, il est affirmé que l'appareil a continué à voler plusieurs heures après la fin des communications radio. Des relevés de l'agence anglaise de satellite Inmarsat disent avoir capté des signaux de passage de l'avion, mais pas sur la route prévue dans le plan de vol. Non pas vers le nord, la Chine, mais vers le sud, l'Indonésie, le cœur de l'océan Indien. Des experts mettent en doute la fiabilité de ces signaux. Le 21 mars, une image radar du MH370 au large de l'Indonésie est même présentée aux familles à Pékin. Mais il sera établi que cette image n'est sans doute pas celle de l'avion. Malgré les doutes et les contradictions qui entourent ces informations, la thèse d'un détournement officiel du vol vers l'Indonésie devient la thèse officielle. Le 24 mars, le Premier ministre malaisien annonce que l'appareil a pris la route du sud et s'est abîmé au beau milieu de l'océan Indien, à l'ouest de Perth, en Australie, une zone isolée, loin de toute terre, où personne n'a repéré de débris, où aucun témoin n'a signalé un événement suspect. Un territoire maritime immense, autant chercher une aiguille au fond de l'océan. Florence de Changy, on vous retrouve, je rappelle que vous êtes l'auteur de Vol MH370, la disparition. Alors très vite, on vient de le voir, la catastrophe fait le tour du monde, une majorité de passagers, chinois, un américain, une partie d'une famille française. On est dans le flou absolu. Alors vont surgir évidemment des thèses comme toujours fantasques, d'autres qui méritent peut-être une attention. Alors on va les prendre si vous voulez dans l'ordre. Il y a l'équipe de pilotage, pilote, copilote, tous les deux se trouvent en ligne de mire. Oui, absolument. Et ça, c'est ce que je me suis dit quand j'ai décidé de vraiment enquêter dans cette affaire. Un des premiers éléments qu'il fallait que j'éclaircisse, c'était la personnalité du pilote. Est-ce que c'est lui ou non qui est coupable? J'ai constaté, en étudiant beaucoup d'autres crashs d'avions, que c'est souvent le pilote d'accuser, et en particulier les médias anglo-saxons qui se sont déchaînés contre ce malheureux commandant de bord, et je trouvais ça un peu suspect. Et c'est vrai qu'en faisant une enquête de personnalité en quelque sorte, et j'ai eu accès à des gens, à des proches, et puis également au dossier de la police sur le commandant de bord, j'en suis sortie quasiment convaincue que ce commandant de bord était un type impeccable, bien sous tout rapport entre guillemets, et même s'il était parfait du point de vue moral ou je ne sais pas quoi, c'était en rien, ça ne faisait en rien de lui ni un suicidaire ni un psychopathe en fait. Alors, de là à dire que les médias anglo-saxons se sont déchaînés sur le commandant de bord, je ne suis pas d'accord. C'est pas le sentiment qui régnait au départ. Par contre, il était évident qu'on ne pouvait exclure l'implication d'un des pilotes dans la disparition de l'avion. Pour rappel, les premiers éléments que l'on a de la disparition, c'est un avion qui ne contacte pas le contrôle aérien vietnamien alors qu'on lui a demandé de le faire, un transpondeur qui est coupé. Un transpondeur, ça se coupe pas comme ça, et bizarrement au moment où il est en transfert de communication. Un avion, ça ne fait pas demi-tour tout seul. Donc forcément, le fait de suspecter un acte volontaire dès le départ, ça paraît quand même relativement évident à prendre en compte. Je dis pas que c'est forcément le cas, je dis que c'est évident que c'est une thèse qu'il faut quand même étudier de près. Moi personnellement, c'est ce que je pense. Je pense que forcément ce détournement, il a été fait depuis l'intérieur du cockpit parce que tout était possible de l'intérieur du cockpit. Dans ce qu'elle dit également que dans ce genre d'accident, on accuse très facilement les pilotes. Mais je suis désolé, forcément, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le cockpit. C'est pas de jeter tout de suite le discrédit sur les pilotes. Il y a eu énormément de rumeurs là-dessus, et ce ne sont pas les autorités qui les ont colportées, ces rumeurs. Ces rumeurs, elles sont venues des journalistes. Donc, faut aussi se rendre compte un petit peu qu'il y a quand même des éléments qui nous amènent forcément à penser qu'il y a un acte volontaire depuis l'intérieur du cockpit.
Donc suspecter les pilotes, ça n'est pas surprenant. Maintenant, les éléments qu'elle a pour discréditer le pilote, pour disculper le pilote plutôt, je dirais, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on a interviewé la famille que forcément on peut dire oui, ok, il n'était pas parfait, je suis d'accord. Il y a des rumeurs de liaison avec d'autres femmes, ça, de la part du commandant de bord. C'est des rumeurs, mais c'est des rumeurs qui semblent assez persistantes. Et également, il y a quand même un détail qui est quand même d'importance, c'est que dans une minute avant le décollage, le commandant de bord répondait à des messages sur WeChat. Ce qui est déjà pas très professionnel, et encore moins juste avant le décollage. Que faisait le commandant de bord sur WeChat? On n'a pas d'infos sur que concernait la discussion qu'avait le commandant de bord à ce moment-là. Pour ce qui est de sa relation au sein de sa famille, ça a toujours été flou. Ce qu'elle explique dans son livre, c'est que il était normal que sa femme allait dans leur résidence secondaire, que c'était habituel à chaque fois qu'ils partaient en vol. Personnellement, je suis assez dubitatif là-dessus. Il y a quand même de grosses rumeurs sur le commandant de bord qui disent que la famille était en froid. Que visiblement, ils étaient, on va dire, séparés sans pour autant être divorcés. Mais il y a quand même de grosses rumeurs là-dessus. Alors ça reste des rumeurs, je suis d'accord, mais ce n'est pas parce qu'elle a interviewé de la famille qui disait ce genre de choses. La famille, elle a peut-être pas envie de jeter l'opprobre sur un des membres de leur famille, ce qui peut aussi se comprendre. Autre élément, et ça, c'est Florence de Changy qui nous l'amène dans son livre, justement, en page 236. Elle dit que récemment, une amie et collègue une journaliste, visiblement, a interviewé Najib Razak, qui est le Premier ministre à l'époque de la disparition du MH370, qui lui était à ce moment-là sous le coup de plusieurs charges judiciaires, notamment pour des faits de corruption, et qu'il aurait fait la confidence qu'il savait que c'était le commandant de bord. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Dans son livre, Florence de Changy ne fait juste état que de ça. Elle sous-entend un peu quand même qu'il y a encore de la désinformation là-dessus de la part des autorités, mais moi je m'interroge sur le fait que le Premier ministre à l'époque là, de cette interview, il n'était plus en poste, mais surtout il était inquiété par la justice. Quel aurait été son intérêt de lancer également cette rumeur? Sachant qu'également, plus récemment en 2020, c'est Tony Abbott, donc l'ancien Premier ministre australien, qui lui aussi a annoncé aux médias que les Malaisiens avaient relativement tôt soupçonné l'implication du commandant de bord. Donc on a quand même des éléments. Ils avaient des pistes, mais ils n'avaient pas suffisamment de preuves visiblement pour pouvoir l'accuser. Et ils n'avaient peut-être pas non plus réussi à déterminer le mobile. Donc à partir de là, que les autorités nagent en plein flou, c'est pas surprenant. Ni un suicidaire, ni un psychopathe en fait. Et donc pas, selon vous, un suspect. Le 13 mars, il y a ce coup de tonnerre, je l'ai raconté brièvement, c'est le Wall Street Journal qui l'annonce, le MH370 n'a pas suivi sa route prévue. Il s'est dérouté cap à l'ouest, au large de l'Indonésie et de l'Australie, à l'opposé du Vietnam et de la Chine. Alors c'est totalement incroyable. Et la Chine où il devait s'opposer. D'où sort cette information ? Ça, c'est vraiment c'est le début de ce que j'appelle la version officielle. C'est-à-dire que, à partir du scoop du Wall Street Journal, tout le monde accepte l'idée que l'avion a continué de voler pendant plusieurs heures. Et ça change évidemment tout. Ça élargit de manière considérable le périmètre des recherches. Et puis ça complique complètement les hypothèses. Ce qui est très surprenant, c'est que le Wall Street Journal sort cette information. Quelques heures plus tard, il est obligé de la corriger parce que il y a des éléments qui sont contestés.
Alors, cet article du Wall Street Journal, que l'on a là, il est paru le 14 mars. Au départ, pourquoi Florence Deschangy dit qu'ils ont été obligés de le corriger? Pourquoi? Parce qu'au départ, ce qui était dit, c'est que c'était des informations provenant de Rolls-Royce, qui disait que l'avion avait continué à voler pendant plusieurs heures. Or, ces informations-là ne venaient pas de Rolls-Royce. Je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation des informations qui venaient du Royaume-Uni. Et pour cause, c'est que Inmarsat est également implanté au Royaume-Uni comme Rolls-Royce. Donc ce qu'ils ont pensé, c'est que ces informations étaient des informations qui venaient des moteurs qui avaient été envoyés par satellite et que ça venait donc de Rolls-Royce. Mais en fait, ce qui a été corrigé, c'est que non, ça ne venait pas de Rolls-Royce, ça venait de Inmarsat. Mais l'information initiale du Wall Street Journal, elle ne datait pas en fait du 14, mais elle datait du 13 mars, comme on le verra plus tard dans une des conférences de presse des autorités malaisiennes. Malaysia Airlines dit non, c'est pas vrai. L'avion n'a pas fait demi-tour. Donc pendant quelques heures, on résiste. CNN aussi d'ailleurs cite des très bonnes sources et meilleures sources d'aviation en disant le scoop du Wall Street Journal n'est pas exact. Et malgré ça, tout le monde va se plier à cette version. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est de nouveau quelques heures plus tard, c'est finalement la Maison Blanche. C'est quand même très très étonnant. C'est la Maison Blanche qui confirme ce scoop. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes journaliste, quand vous êtes, s'il y a eu un scoop et que la Maison Blanche le confirme, on arrête de discuter. Alors déjà, quand Florence Deschangy dit que Malaysia Airlines dit que l'avion n'a pas fait demi-tour, je pense que c'est pas ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, parce que le demi-tour, au moment des informations qui commencent à fuiter d'Inmarsat, on est au 13 mars, on sait, vous venez de le voir, que l'avion a fait demi-tour depuis le 9 mars. Donc je pense que Madame Deschangy, sur cet endroit-là, elle se mélange un peu les pinceaux. Cela dit, sur ce point, je peux l'excuser. Il n'est pas toujours évident de répondre rapidement à des questions quand on est à la radio, ça je peux vous le confirmer. Surtout quand c'est parfois des questions auxquelles on ne s'attend pas. Mais là où je vais aller, c'est sur l'analyse que fait Florence Deschangy des affirmations des autorités malaisiennes concernant les données qui sont en fait les données Inmarsat. Elle dit en fait que ces données, les autorités disent qu'elles sont inexactes. Alors il y a un flou quant au terme qui est utilisé, justement, le terme inaccurate, on va le voir justement dans la conférence de presse dès maintenant. Firstly, being on the engine data. I would like to refer to news reports suggesting that the aircraft may have continued flying for some time after last contact. As Malaysian Airlines will confirm shortly, those reports are inaccurate. The last transmission from the aircraft was at 0107, which indicated that everything was normal. Rolls-Royce and Boeing teams are here in Kuala Lumpur and have worked with MAS and the investigations team since Sunday. These issues have never been raised. Whenever there are new details, they must be corroborated. Since today's media reports, MAS has asked Rolls-Royce and Boeing specifically about the data. As far as Rolls-Royce and Boeing are concerned, those reports are inaccurate. Alors je vais apporter ici une correction par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur cette partie. J'avais dit que le terme inaccurate se traduisait par imprécis. En fait, c'est le cas. Mais le problème, c'est que ce mot inaccurate, en anglais, il peut se traduire par imprécis, mais également par inexact. Donc, tout dépend de la traduction en français que l'on va accorder à ce terme. Si vous considérez que ce que le ministre a voulu dire, c'est inexact, alors oui, je peux comprendre ce que dit Florence Deschangy. Mais même s'il dit que c'est inexact, le ministre n'a pas totalement tort. Parce que on parle de données qui proviennent de Rolls-Royce.
Or, ces données ne viennent pas de Rolls-Royce. Donc, quelque part, c'est inexact. Ces données viennent en fait d'Inmarsat. Maintenant, si on traduit ce terme-là par imprécis, c'est tout à fait compréhensible aussi. Pourquoi ? On est justement à la date du 13 mars, et donc à cette date-là, les autorités avaient précédemment demandé à Inmarsat, le 10 mars, de revoir les données qui leur avaient été transmises et de vérifier si ces données étaient vraiment valides. Donc au moment où le ministre de la Défense fait cette déclaration, ces données sont toujours en cours de réanalyse par Inmarsat, mais pas seulement Inmarsat, par également le NTSB, la AIB, et il est dit également le BEA. Mais il n'est pas certain que le BEA ait été vraiment concerné par cette analyse des données. Donc, de dire que ces données sont imprécises, oui, ça peut se concevoir dans la déclaration du ministre, puisqu'à ce moment-là, ils attendent toujours la confirmation de ces données par Inmarsat. Donc, vous voyez que la traduction qu'on peut faire d'un terme, elle peut changer du tout au tout l'analyse et la compréhension que l'on peut avoir d'une déclaration officielle. Pour votre information, cette retranscription écrite que l'on retrouve de la conférence de presse, on la retrouve sur le site officiel de la Malaisie concernant le MH370. Donc vous pouvez parfaitement aller la retrouver sur Internet. Vous avez toutes les transcriptions, quasiment toutes les transcriptions des conférences de presse qu'ont données les autorités. C'est pas possible. Et pourtant, il y a ces fameuses histoires de balises dont vous parlez dans votre livre. Deux balises qui ont bel et bien enregistré l'avion, pas du tout côté ouest, mais côté est, sur la route du Vietnam. Il est passé à ce moment-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le rapport officiel et le rapport d'enquête, en fait, qui est le rapport d'enquête technique, comporte un très grand nombre d'indices et de preuves que la version officielle est fausse. C'est assez extraordinaire parce que on a ce que j'appelle la version officielle, qui est en fait ce qui est raconté par les autorités, ce qui est repris par la presse, et on a de l'autre côté des documents officiels qui sont donc le résultat des enquêtes, de l'enquête officielle. Et là-dedans, on voit que de toute façon l'avion, il n'a pas pu faire demi-tour comme on nous a dit qu'il l'avait fait. Il est allé plus loin que le point d'Igari où il était censé faire demi-tour. On voit qu'il y a des échanges très très précis entre les tours de contrôle du Vietnam et de Malaisie, et tout ça contredit complètement la version officielle et l'idée du demi-tour de l'avion qui repart et qui termine dans l'océan Indien. Alors là, j'avoue que j'ai du mal à suivre le raisonnement de Florence de Changy. Tout d'abord, elle dit que dans les rapports officiels, les rapports comportent de nombreux éléments qui prouvent que la thèse officielle est fausse. Alors déjà, j'aimerais qu'elle nous explique de quelle thèse elle parle. Quelle est la thèse officielle ? Honnêtement, les officiels, les autorités malaisiennes n'ont jamais, et jusqu'à encore aujourd'hui, affirmé qu'ils pensaient pour telle thèse ou une autre. Ça, faut le dire. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de thèse officielle. Donc, il n'est pas vrai que les autorités ont dit qu'il s'était passé ci ou qu'il s'était passé ça. On a des éléments, on a des données radars qui prouvent que l'avion a fait demi-tour après le point Igari. Et dans ce qu'elle dit qu'on a des données qui prouvent que l'avion a continué à voler plus loin qu'Igari, ça n'est pas vrai. Je pense qu'elle fait allusion aux discussions entre les contrôleurs qui laissent supposer que l'avion en fait a continué sur sa route. Forcément, les contrôleurs ne savent pas où est l'avion à ce moment-là. Ils supposent quoi ? Ils supposent tout simplement que l'avion a continué sur son plan de vol. Parce qu'ils sont dans le doute et dans le flou le plus total. Donc, j'appelle pas ça avoir des éléments qui confirment que l'avion n'a pas fait demi-tour. Je suis désolé, là moi je suis pas du tout du même avis que Florence de Changy là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a certains éléments qu'elle veut prendre pour argent comptant, comme quoi c'est bon et que ça valide sa thèse à elle. Sauf que, quand on lit son livre,
tout ce qui est dans les documents officiels, dans les rapports officiels, tout a été fabriqué. Alors là, j'aimerais qu'on m'explique, c'est qu'il y a quand même des éléments dans les rapports officiels qui n'ont donc pas été fabriqués. Donc il y a un discours qui n'est pas clair. Moi, j'ai du mal à suivre son raisonnement là-dessus. Autre chose, le journaliste qui interviewe Florence de Changy parle de balises qui auraient confirmé que l'avion était passé en mer de Chine. Je ne sais pas de quelle balise il parle. On n'a jamais détecté la moindre balise en mer de Chine. Donc ces deux balises, je ne sais pas d'où elles sortent. Peut-être que le journaliste veut parler d'autre chose, mais je ne vois vraiment pas de quoi. Clairement, on n'est pas sur des balises. Il n'y a aucune balise qui a été détectée en mer de Chine. Donc là aussi, l'information qui est donnée au public, non seulement elle n'est pas claire, mais elle n'est pas juste non plus. Guylain Waterloo, vous êtes également en ligne ce soir dans l'heure du crime. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qu'on vient de raconter, ce changement de cap brutal avec ces années qui sont passées? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui là-dessus? Moi, ce que je dis aujourd'hui et ce que je réclame depuis toujours, c'est qu'on nous apporte la preuve de ce demi-tour déjà. Sachez que depuis le début, nous demandons des preuves, et pas seulement moi, parce que sachez qu'il y a une enquête officielle en France, puisqu'il y a 4 Français qui ont disparu, donc il y a des juges français qui sont derrière. Depuis le début, nous demandons la preuve, 1, des radars malaisiens qui ont vu l'avion ce soir-là, 2, la preuve des foutues données Inmarsat. Donc ce qu'on veut, c'est les raw data, comme on dit en anglais. Et ça, vous ne l'avez jamais eu, Guylain Waterloo? On ne l'a jamais eu. Les juges français ne l'ont jamais eu. Ils sont allés en Malaisie les chercher. Ils sont allés chez Inmarsat les chercher. On ne leur a jamais donné. Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi on leur donne pas. Bien sûr. C'est peut-être qu'elles n'existent pas vraiment. Ou qu'elles sont gênantes, qui sait. Enfin, en tout cas, il y a un problème. Quand on ne donne pas une information, c'est que soit elle nuit à quelqu'un, soit elle n'existe pas. Et dans ce cas-là, c'est une invention. Alors, pour ce qui est des preuves du demi-tour de l'avion, donc Guylain estime qu'on n'a pas les preuves de ce demi-tour. Je ne suis pas totalement d'accord. Certes, on n'a pas les raw data. On n'a pas les raw data des données radar pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça ne servirait pas forcément à grand-chose. Pourquoi ? On parle de radar primaire, c'est-à-dire de radar qui détecte uniquement la masse métallique de l'avion. Ce qui fait que l'identification d'un plot primaire, vous ne pouvez pas l'obtenir sans transpondeur. Or, le transpondeur de l'avion a été coupé au moment de la disparition de l'avion. Par contre, ce que l'on a, ce sont des données radar primaires qui montrent le virage, donc le demi-tour de l'avion. Et ces données radar montrent un virage qui est suffisamment serré pour confirmer que ce virage n'a pas été fait en pilote automatique. Il a forcément été fait en manuel. Donc on a ces éléments-là. Maintenant, ça vient de radars militaires. Donc on va nous dire, ce sont des radars militaires, donc forcément on nous cache des choses. Oui, mais les radars militaires, leurs performances sont classifiées. Donc ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas les données brutes radar. Ensuite, concernant les données Inmarsat, là aussi, Guylain a toujours considéré que ces données n'étaient pas valables. Et en effet, les enquêteurs français ont eu beaucoup de mal à les récupérer. À récupérer du moins ces raw data, comme on les appelle, c'est-à-dire les données brutes. Ça a été très compliqué, mais il y a certainement une autre explication qu'une volonté du secret là-dedans. Il y a aussi certainement une volonté de protéger le réseau d'Inmarsat. Pourquoi ? Parce que si vous récupérez les raw data, eh bien vous avez accès également à tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accéder au satellite et éventuellement, si vous mettez ça sur la place publique avec des possibilités de hacking de ces données-là, enfin du moins des données d'Inmarsat. Donc forcément, qu'Inmarsat ne veulent pas donner ces données, ça peut se comprendre. Maintenant, les autorités françaises ont récupéré ces données auprès de Boeing l'an dernier.
mais ils ont eu l'autorisation de les récupérer à la seule condition de ne pas les verser au dossier, du moins les données brutes, pour éviter que certaines données qui sont également certainement du codage et donc des secrets industriels, on peut imaginer qu'il y a aussi ça, ne soient divulguées dans le public ou ne puissent fuiter des documents judiciaires. Donc il y a aussi cette explication qui est tout à fait plausible. Le demi-tour de l'avion, pour moi, il ne fait aucun doute parce que les données radar, je ne vais pas considérer que ces données-là sont fausses. Je suis désolé, je n'ai pas cet avis-là, je n'ai pas l'avis de Florence de Changy, je n'ai pas l'avis de Guylain Watrolo là-dessus. J'ai toujours tenu ce discours-là. Les données Inmarsat, c'est pareil, je n'ai absolument pas les compétences pour pouvoir affirmer qu'elles ont été trafiquées. Pour moi, les données Inmarsat, elles permettent de confirmer que la dernière position de l'avion dans le détroit de Malacca, elle est relativement proche de la position que l'on obtient lors de la reconnexion du SATCOM. Donc, non, forcément, il y a des choses qui peuvent s'expliquer quand même. Je reviens sur ces données Inmarsat. Il faut savoir que on a les logs de communication satellite depuis déjà un moment. On les a même, je crois, c'est depuis 2014. Je crois que ça a été publié à l'été 2014. Ben, ça ressemble à ça. Voilà. Donc vous avez toutes les connexions avec tous les paramètres techniques. Vous avez ce qu'on appelle le BFO, le BTO, Burst Timing Offset et Burst Frequency Offset. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici de ce que ça permet de faire. Je vous renvoie à mon ouvrage où j'explique exactement quels sont ces paramètres, qu'est-ce qu'ils permettent de déterminer et surtout quelle est leur imprécision. Et vous avez toutes les communications du MH370 sur ce log qui fait 48 pages. Voilà. Donc c'est peut-être un peu technique, mais une fois que vous avez compris les paramètres, vous êtes en mesure de comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Donc on a ces données-là. Sauf que ce que reproche Guylain Watrolo, c'est qu'on a un tableau, on n'a pas des données brutes. C'est le reproche que fait Guylain Watrolo là-dessus. J'en profite également pour vous parler des messages à CARS. Et bien là aussi, dans le rapport final, on a un document de 179 pages qui a été publié sur toutes les communications à CARS de l'avion. Alors, vous pouvez aller vous plonger dans les aspects techniques de ces messages. Il y a des éléments qu'on retrouve facilement, voilà. Latitude, longitude, une estimée. Bon, après, voilà, je ne suis pas spécialiste de la CARS, mais vous pouvez aller creuser tout ça. Ce sont des documents qui ont été publiés, qui sont officiels. Donc, avec ça, il y a quand même un peu de la matière. Il y a de quoi creuser quand même. Dernier élément que je souhaitais vous montrer tant qu'on est dans ce sujet-là, ce sont les paramètres moteurs qui ont été envoyés à Rolls-Royce via la CARS, qui sont ici. Vous avez tout un tas de paramètres moteurs. Alors vous avez la latitude, la longitude du point où c'est récupéré, tout un tas de paramètres techniques qui permettent de surveiller l'état de santé du moteur. Donc ça, Rolls-Royce reçoit ces données-là à certains moments du vol, notamment au décollage, pour avoir les paramètres de décollage du moteur, également pendant la montée, également pendant la croisière, mais on n'est pas sur un système de suivi d'avion comme ça peut être pour la CARS avec la compagnie. Voilà, donc on a ces données-là. Et ce qui a été mal compris, c'est qu'on pensait que c'était ces données-là qui continuaient à être envoyées par l'avion après que l'avion ait disparu. Sauf qu'en fait, les derniers paramètres que l'on a, vous pouvez voir ici, c'est le take-off report et ensuite le climb report, donc le rapport pendant la montée. C'est le dernier qu'on a. On n'a pas reçu le rapport qui était certainement prévu pendant la croisière. Donc, dire que Rolls-Royce était au courant du suivi de l'avion et qu'il a continué à recevoir des paramètres, non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas Rolls-Royce qui a continué à recevoir des informations de l'avion, c'était Inmarsat, parce qu'il y avait uniquement des informations de connexion du SATCOM, mais en aucun cas du moteur. C'était au départ l'incompréhension qu'il y a eu de ces données qui laissaient sous-entendre que l'avion avait continué à voler pendant plusieurs heures.
Un petit mot encore, Guylain Watrelot. Un détour, le geste de folie du pilote, ça vous paraît aujourd'hui quelque chose de vraisemblable ou c'est pas possible ? Non, enfin c'est vraisemblable parce que c'est déjà arrivé, mais on comprend pas pourquoi dans ce cas-là il aurait attendu 8 heures. En tout cas moi je ne crois pas au demi-tour, donc non, je crois pas à cette thèse du pilote, d'autant plus que tous les gens sérieux qui ont enquêté sur le pilote disaient qu'il n'y avait aucun problème. Donc non, je n'y crois pas. Alors je comprends la position de Guylain, forcément qui ne croit pas au demi-tour. Pour autant, moi je pense qu'il y a certainement quelque chose à voir du côté du commandant de bord. Dire qu'il n'y avait rien de suspect ou d'inquiétant dans la vie du commandant de bord, je suis pas si persuadé que ça. Il y a quand même beaucoup de rumeurs qui ont émergé, des rumeurs qui venaient de Malaisie, pas des rumeurs qui venaient de Chine, comme Florence de Changy en rapporte dans son livre. Des rumeurs de liaison. Le problème, c'est que l'enquête de police n'a pas permis de mettre en lumière de manière certaine l'implication du commandant de bord. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves que forcément il est innocent. C'est qu'on manque de preuves. Et ça peut expliquer justement l'embarras des autorités du fait de ne pas réussir à trouver, on va dire, un responsable dans l'avion. Donc ça aussi, ça alimente ces théories du complot, du fait que les autorités n'ont jamais parlé de ces thèses-là, de ce qu'ils pouvaient penser par rapport au commandant de bord. Ça peut expliquer l'embarras des autorités et le manque de transparence peut-être là-dessus aussi. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit un peu précédemment dans cette vidéo, on a quand même quelques langues qui se sont déliées. On a le Premier ministre qui a avoué savoir que c'était le commandant de bord. Le Premier ministre australien qui lui aussi affirmait que les autorités malaisiennes avaient rapidement suspecté le commandant de bord. La question qui se pose, et c'est là-dessus que moi j'aimerais bien avoir des explications de la part des autorités malaisiennes, c'est pourquoi il n'y a pas eu plus de communication là-dessus. Parce que reprocher aux autorités malaisiennes de mettre tout sur le dos du pilote, comme le fait de Florence de Changy, d'accord, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les autorités n'ont jamais chargé officiellement le commandant de bord. Donc, voilà, moi je pense quand même qu'il y a une piste là-dedans. D'une part parce que je pense que ça a forcément été fait depuis l'intérieur du cockpit. Et le commandant de bord, son profil est des deux pilotes, c'est celui qui est quand même le plus particulier, je dirais. Je crois pas. Des recherches gigantesques vont être entreprises dans l'océan Indien avec l'espoir de retrouver les boîtes noires du Boeing. La thèse officielle, celle d'une route imprévue empruntée par le MH370, est désormais celle qui est retenue par les autorités de la région, Pékin, Bangkok, Kuala Lumpur, mais bien au-delà jusqu'à Washington et Paris. Il faut faire vite pour tenter de retrouver les boîtes noires de l'appareil. Les experts et les secours disposent d'environ 30 jours pour capter un signal. Après cela, les boîtes cesseront d'émettre. Les autorités australiennes dirigent les recherches dans cet océan désertique, loin de toute terre et à l'écart des grandes routes de navigation. Un lieu idéal pour se perdre. Recherche gigantesque, pas moins de 550 militaires, des avions, des bateaux mobilisés. Les fausses pistes se multiplient et les faux espoirs aussi pour les familles des victimes. On croit un jour avoir retrouvé des débris ou avoir capté des signaux, mais tous ces espoirs s'écroulent. Le 11 avril, le Premier ministre australien déclare malgré tout avoir bon espoir de localiser les boîtes noires. Le 28, ce même chef du gouvernement australien déchante et estime à présent qu'il est hautement improbable que l'on découvre le moindre débris en surface. En dépit de cet échec, le postulat officiel demeure. Le vol MH370 a été délibérément détourné de sa route initiale. Pas de preuves pour étayer cette version qui va être désormais la seule à être retenue.
Les spectaculaires recherches au large de l'Australie sont relayées par les télévisions du monde entier. Le suspense est total, même si rien ne fuite réellement d'une enquête très protégé, comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Il faut bien le reconnaître, jamais accident d'un avion civil n'a déclenché une telle mobilisation de la part de tous les gouvernements concernés. À Washington, c'est la Maison-Blanche qui s'occupe directement du dossier. À Pékin et Kuala Lumpur, les gouvernements ont aussi la main mise sur les investigations. Les experts du fabricant de l'appareil, ici l'américain Boeing, et des moteurs, l'anglais Rolls-Royce, sont normalement associés à l'enquête. Pas pour l'instant dans le cas présent. Le patron de la compagnie Emirates, compagnie qui utilise une importante flotte de 777, déclare dans une interview au mois d'octobre 2014, je le cite, « De toute l'histoire de l'aviation, il n'y a pas eu un incident au-dessus de l'océan qui ne fut pas au moins 5 à 10% traçable. Quand on pose un peu trop de questions sur ce sujet, on perçoit une certaine agressivité. » Pour ce qui est de l'implication de la Maison-Blanche, je ne suis pas du tout persuadé que ça se soit passé de manière aussi impliquée que ça. Par contre, quand on dit que Boeing et Rolls-Royce ne sont pas encore associés à l'enquête, je suis désolé, ils sont associés très rapidement à l'enquête. Déjà parce qu'il y a des données qui vont forcément les intéresser. Donc ils auront forcément un représentant accrédité au titre de l'enquête. Ça c'est évident. Mais ce ne sont pas les seules entités qui sont impliquées dans l'enquête. Les Malaisiens ont rapidement demandé le soutien de pas mal de pays. Alors l'AIB, c'est-à-dire les Anglais, forcément parce que Inmarsat est dans le lot, Rolls-Royce également est dans le lot, comme ce sont des sociétés britanniques, forcément l'AIB est également concernée et va également jouer un rôle, parce que les Malaisiens vont être complètement dépassés par pas mal de choses. Le BEA également, le NTSB c'est évident, parce que l'avion est de fabrication américaine, et les Australiens aussi, puisque rapidement les recherches vont se déplacer dans la zone maritime qui est leur SRR, c'est-à-dire leur Search Rescue Region, c'est-à-dire leur zone de recherche et de sauvetage qui dépend des Australiens. Donc forcément, ils vont également être concernés par l'enquête. Donc non, il y a des éléments qui sont dits par le journaliste qui ne sont pas totalement exacts ici. Guylain Watrelot, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes partie civile dans ce dossier, une des victimes. Vous avez perdu votre femme et 2 de vos enfants dans ce crash. À l'époque, est-ce que vous avez espoir en ces recherches au large de l'Australie ? Écoutez, à l'époque, il faut comprendre, l'espoir pour nous, c'est pas les recherches. L'espoir, c'est retrouver nos familles. Parce qu'à l'époque, on n'a toujours aucune preuve de débris. Il faut comprendre que jamais un avion n'est tombé dans l'eau dans l'histoire de l'aviation et qu'on n'ait pas retrouvé de débris flottants. Oui. Donc dans la mesure où on ne retrouve aucun débris, nous on a surtout espoir de retrouver nos familles. On dit ils se sont pas crachés, on les a mis quelque part, ils sont quelque part, on va les retrouver. Et non, je n'ai jamais cru de toute façon à ces recherches sur l'âge de l'Australie, puisque je vous dis depuis le début, je me suis aperçu dès la première semaine qu'on nous mentait et que l'Australie était un détournement de l'opinion vers ce coin-là. Pendant ce temps-là, on faisait autre chose ailleurs. Alors, je ne suis pas du tout persuadé que les autorités mentaient à ce point-là. Comme je l'ai montré tout à l'heure, les autorités ont communiqué sur le demi-tour de l'avion. Elles ont communiqué sur le fait que déjà très tôt, ils ont commencé à chercher ailleurs qu'en mer de Chine. Donc non, là-dessus, je peux pas être d'accord avec Guylain. Je comprends son désarroi, je le comprends, mais ça a été communiqué. Donc on peut pas dire que pendant une semaine, on leur a menti. Là, je suis pas d'accord. Alors, on vous ment, et ça, vous le percevez très vite, d'ailleurs de manière très instinctive, et puis il y a ce silence des autorités que vous avez très très bien décrit. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ces constats de la société de satellite Inmarsat, société britannique, avec ces pings. Alors, j'explique en 2 mots, ces pings, ce sont des échos qui sont repérés, qui peuvent tracer effectivement soit une boîte noire, soit un avion.
on va s'apercevoir que c'est pas très fiable, cette méthode. Ben non, c'est pas très fiable. C'est pas très fiable. D'abord, c'est la première fois qu'on utilise ça. Ensuite, c'est au bout de 8 jours qu'on nous dit, au fait, on peut utiliser ça. Et en fait, pour déterminer le trajet de l'avion, il faut prendre plein d'hypothèses, comme la vitesse de l'avion, l'altitude, etc., etc. Et avec ça, on va déterminer une zone. Mais vous vous apercevez que si on change un tout petit peu ces hypothèses, eh ben, la zone change de 1000 km. Oui. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi. On se fout de nous depuis le début. Donc on a cherché pendant des mois dans une zone où on savait parfaitement que l'avion n'était pas là. Alors, Guilain a parfaitement raison sur le fait que ces données-là, on est obligé de faire des hypothèses de vitesse pour pouvoir déterminer une trajectoire. Et que si on change ce paramètre, ne serait-ce que d'un petit peu, qu'on prend une autre vitesse, on a forcément une trajectoire qui est différente. Là-dessus, il a parfaitement raison et c'est justement là que réside toute la complexité justement de cette enquête. On nous ment pas, je suis pas du tout persuadé de ça, là-dessus je suis pas d'accord avec Guilain. Ces informations sont tellement imprécises, sont basées sur tellement d'hypothèses, que forcément si on prend des hypothèses qui ne sont pas justes, la zone ne sera pas bonne. Faut aussi être conscient de ça. Donc non, je ne pense pas qu'on nous ment, mais je suis convaincu que ces données sont tellement imprécises, pour avoir creusé, pour avoir mis mon nez dedans, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Oui, c'est pas facile, ça c'est clair, mais ça s'explique justement, l'échec des recherches s'explique par le fait qu'on était obligé de faire des hypothèses. Pour ce qui est de dire qu'on savait parfaitement que l'avion n'était pas là, là non plus, on était bien obligé de chercher à certains endroits. Même si on savait que les hypothèses pouvaient ne pas être bonnes, mais il fallait quand même cibler une zone rapidement pour essayer de rechercher les boîtes noires. Qui plus est, Guillain-Wattrelos, c'est une zone immense, c'est quasiment un continent aquatique, j'ai envie de dire. Hein. On peut pas retrouver, sauf avoir une indication précise. D'ailleurs, le BEA dira qu'il leur faut plus d'indications si on veut trouver l'avion. Ben non, mais encore une fois, on est quand même allé. Il faut d'abord trouver des débris flottants. On est allé sur la zone avec des avions, on n'a pas trouvé de débris flottants. Le vol Paris-Rio, on a mis 6 jours à trouver des débris flottants. Tout à fait. Donc on savait à peu près où c'était. Mais comment vous voulez dans un endroit où il n'y a pas... Dans un avion, tout flotte. Donc on n'ait pas retrouvé de débris flottants, c'est déjà la preuve que c'était pas là-bas. Alors non, ne pas trouver de débris flottants, dire que c'est la preuve que l'avion n'était pas là-bas, non, je peux pas être d'accord non plus. Les premières recherches ont commencé plusieurs dizaines de jours, on peut dire je crois même 20 jours, après la disparition de l'avion. Il faut vraiment se rendre compte aussi que quand un avion s'écrase en mer, les débris dérivent. Et pour donner une idée, les débris flottants de l'Air France Rio-Paris, en seulement 6 jours, ils avaient déjà dérivé de plus de 100 km. C'est-à-dire que l'endroit où vous cherchez, c'est pas l'endroit où l'avion a fini. Il faut partir de la dernière position connue de l'avion et estimer une dérive des débris sur plusieurs jours. On voit déjà que pour l'Air France Rio-Paris, comme le dit très bien Guilain, il a fallu 6 jours pour retrouver les premiers débris, alors que l'on connaissait la position de l'avion précise, c'est-à-dire à 10 mètres près, qui était une position GPS, et qu'on savait que l'avion n'avait pas pu voler plus de 5 minutes passer de ce point-là. Le problème, c'est que la précision sur la dernière position de l'avion, dans le cas du MH370, elle est bien loin d'être aussi précise. Donc forcément, on ne sait pas d'où partir et on ne sait pas où chercher. Donc partant de là, il n'est pas étonnant que l'on n'ait retrouvé aucun débris. Moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas. C'est la preuve que c'était pas là-bas. On retrouve Florence de Changy, correspondante du journal Le Monde en Asie, puis surtout auteur du livre Vol MH370, la disparition, aux éditions des Arènes. Alors, il y a cette hypothèse effectivement de la diversion officielle, c'est-à-dire qu'on place l'avion à un endroit où il ne se serait pas écrasé. Florence de Changy, j'ai envie de vous poser la question toute simple. Pourquoi les officiels attireraient tout le monde dans un endroit, l'océan Indien, où l'avion ne serait pas passé? Pourquoi finalement est-ce qu'on inventerait cette fable?
Bah oui, ça c'est la question. C'est la question à $1 million. C'est pour ça aussi que le livre s'appelle La disparition, en analogie avec un acte de magie. C'est que pour qu'une disparition puisse avoir lieu, quand un magicien fait disparaître quelque chose, l'élément clé de la disparition, c'est la diversion. Et finalement, quand j'en suis arrivée à cette logique, je me suis dit, si c'est effectivement une énorme disparition, incroyable, d'une ampleur comme on n'en a jamais vu, eh bien, il a fallu un énorme acte de diversion. Oui. Et en fait, cette invention du crash dans l'océan Indien, qui est me semble-t-il, sur la base de tout ce que j'ai trouvé, en fait, une fabrication, en fait, ça a valeur de diversion. Alors là où j'ai beaucoup de mal à rejoindre Florence Dechangy sur cette thèse de la diversion, c'est quand j'étudie vraiment les conférences de presse, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui était connu à ce moment-là, etc. Moi, je me rends compte que les autorités ont communiqué relativement vite sur le possible demi-tour de l'avion. Donc, je trouve ça quand même assez étonnant qu'on ait une diversion qui soit aussi rapide. Autre chose, et ça c'est surtout ça qui m'interpelle, c'est qu'on est dans le cadre d'une enquête de niveau international avec énormément de pays. Et bizarrement, on aurait tous ces pays qui auraient accepté de ne rien dire. Ça me paraît très gros. C'est-à-dire, le complot, il est tellement énorme que personnellement, j'ai beaucoup de mal à le croire, quoi. Je n'ai pas noté de grosses incohérences, comme peut le dire Florence Dechangy, dans la communication de certains éléments techniques lors des conférences de presse. Oui, je peux comprendre la frustration des journalistes du fait de ne pas avoir des informations précises, mais en même temps, est-ce que les autorités en avaient vraiment ? Il faut aussi être conscient que dans les premiers jours de la disparition d'un avion ou d'un crash aérien, les informations sont souvent très difficiles à confirmer. Il y a énormément de rumeurs qui arrivent, notamment par les médias, auxquels les autorités sont obligées de répondre, d'avoir des éléments, mais parfois ils ne les ont pas, ces éléments. Donc faut aussi comprendre que certaines situations comme ça les mettent aussi dans l'embarras, et c'est très difficile de répondre à des journalistes qui, eux, veulent des réponses tout de suite, qui pensent que les autorités ont forcément des réponses tout de suite. Or, la réalité du terrain et d'une enquête sur un accident aérien, c'est pas du tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Il faut aller vérifier les informations, il faut les confirmer, les recouper, et tout ça, ça prend du temps. Ouais. Diversion, on va le voir d'ailleurs dans cette heure du crime, qui serait destinée à cacher une autre action qui a conduit à la destruction de l'avion. On va en parler. Guylain Watrelot, encore un mot. La thèse de la diversion, vous y croyez? Mais je vous pose la même question qu'à Florence Dechangy. Pourquoi finalement on voudrait inventer cette espèce de tour de magie à changer un avion de place? Pour moi, la diversion est évidente. Alors pourquoi ? Parce que il s'est passé quelque chose de très sale à plus haut niveau. Il est évident que plusieurs États sont impliqués et quelque chose qu'on peut pas dire. C'est tout. Donc on veut pas le dire. Donc c'est vraisemblablement une opération militaire qui a mal tourné. De façon, je ne sais pas, volontaire ou involontaire, mais on ne peut pas le dire, donc on dit autre chose. Ce que vous nous dites, Guylain Watrelot, c'est que finalement c'est un secret d'État, cette affaire, avant tout. Oui, hein, oui, c'est évident. Ça, vous l'avez perçu lors de vos discussions, de vos entretiens. Vous sentez toujours, encore aujourd'hui, une gêne, un tabou? Ça fait des années que des gens me donnent des informations que j'essaye plus ou moins de filtrer et de vérifier. Et ça fait des années que je sens une gêne au niveau notamment de l'État français, qui a commencé par ne jamais me recevoir, rien ne jamais. Faut regarder une chose, quand un Français se fait agresser n'importe où dans le monde, vous avez un petit truc sur le ministère des Affaires étrangères qui dit un Français s'est fait agresser. Regardez sur l'MH370, il y a 4 Français qui sont décédés, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu une déclaration de l'État
ni au niveau du Quai d'Orsay, ni au niveau de la présidence. C'est incroyable. Expliquez-moi ça, c'est jamais arrivé. Non mais c'est incroyable qu'on vous ait jamais reçu, ne serait-ce que vous recevoir. On a fini par me recevoir. On a fini par me recevoir, mais 1 an et demi après. Alors là-dessus, je peux que comprendre Guillain forcément sur ce qu'il a pu traverser. Oui, je pense que les autorités françaises n'ont pas été très élégants là-dessus. Surtout quand on voit que quelques mois plus tard, avec le MH17 qui est abattu au-dessus de l'Ukraine, qu'il n'y a aucun Français à bord, et que là, bizarrement, la politique française, là, ça se remue et on en parle, et on gesticule. Donc là, oui, c'est clair que la différence avec le fait qu'il y ait eu 4 Français à bord du MH370, ça a de quoi choquer. Donc je trouve qu'en termes de communication là-dessus, oui, je pense que l'État français n'a pas été très performant et pas très soutenant avec Guillain. Ça, c'est clair. Pour autant y voir une volonté de camoufler une bavure ou un acte sale, là-dessus je ne suis pas du tout de cet avis. Le secret qui règne sur cette enquête au sein de toutes les capitales concernées accrédite pour beaucoup le fait qu'il faut cacher la vérité. Les thèses les plus extrêmes portées par le complotisme vont bien sûr se développer. Et si l'explication de cette disparition se trouvait dans les soutes du Boeing de la Malaisiane ? Peu après la disparition, dès le début de l'affaire, les théories sur une action militaire s'étaient immédiatement propagées. L'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, base militaire britannique louée aux États-Unis, camp stratégique dans la lutte antiterroriste internationale, aurait en fait été une cible sur laquelle le Boeing devait s'écraser. Il en aurait été empêché, abattu par la chasse américaine. Théorie étayée par aucun élément, les militaires n'y croient pas, les agences de renseignement non plus, secret militaire de toute façon très bien gardé. Pas davantage d'explications données sur la présence simultanée sur la route du Boeing dans les 2 heures suivant son décollage de 2 avions radar AWACS de l'armée américaine. Ghislain Wattrelos, alors dans une interview accordée au journal Le Parisien, cite une interminable série d'incohérences. On se rend compte qu'il y a plusieurs listes de passagers contradictoires, par exemple sur le placement des passagers. On a aussi appris qu'un mystérieux chargement de 89 kilos aurait été rajouté sur la liste de vol après le décollage, confie le Français, partie civile dans le dossier. Ce chargement, le cargo, comme on dit dans le jargon de l'aviation, ce fret embarqué, attire effectivement l'attention. 10 tonnes de fret environ, dont pas moins de 4 tonnes et demie de mangoustan, un fruit exotique très prisé en Asie, mais qui n'a alors pas du tout de saison. Alors cette théorie de Diego Garcia, en effet, personnellement, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une rumeur qui est apparue, comme il est dit, très vite. Cette rumeur, elle vient de Russie, d'un journal russe qui, bien souvent, pose question dans les informations qui sont transmises. Donc, autre raison pour laquelle je ne considère pas cette possibilité valable, c'est que les données satellites, notamment les BTO, ce qui permettent de déterminer les cercles sur lesquels était l'avion au moment des transmissions, ne colle absolument pas avec l'hypothèse de Diego Garcia. On aurait dû avoir des cercles qui devaient se rapprocher de Diego Garcia, or on se rend compte que très vite, après avoir passé le nord de l'Indonésie, l'avion n'a absolument pas continué en direction de Diego Garcia. Alors forcément certains, Ghislain c'est le cas, considère que ces données-là ont été trafiquées et que forcément ces données ne montrent pas que l'avion allait en réalité vers Diego Garcia. Mais je ne pense pas du tout. Les données n'accréditent absolument pas cette thèse. Concernant les mangoustans, on entend dire, c'est vrai depuis le début, que ce n'était pas la saison. C'est surtout Florence de Changy qui a lancé cette information. Sauf que quand on regarde, et ça a été montré par les officiels, le chargement de bon nombre d'avions de la Malaysian Airlines au cours du mois de mars, mais même dans les mois précédents, on se rend compte qu'il y a également des chargements de mangoustans.
Et dans certains cas, j'ai trouvé des infos comme quoi les cultures de mangoustans se faisaient également dans cette période-là, notamment jusqu'en avril. Donc on ne peut pas non plus affirmer avec certitude que c'était du mangoustan, mais on ne peut pas non plus affirmer avec certitude que ça n'en était pas. Il faut surtout ajouter à ce chargement près de 2,5 tonnes de matériel électronique, des batteries au lithium, des accessoires de talkie-walkie et de chargeurs expédiés par la firme américaine Motorola. Un ensemble très peu détaillé dans les documents de bord, mais en fait très dangereux. Les batteries inflammables auraient-elles pu exploser ou s'embraser en causant la perte de l'avion? Pourquoi, dans ce cas-là, le pilote n'aurait pas transmis un signal d'alerte en vue d'un accident imminent? Selon la thèse accidentelle, la fumée aurait pu envahir la cabine, causant l'hypoxie des passagers. Sur pilotage automatique, l'avion aurait continué à voler dans une direction improbable. Il aurait fini par s'écraser, faute de carburant. Alors cette hypothèse de l'incendie lié à des batteries au lithium, c'est en effet une théorie qui est arrivée assez vite, et notamment parmi les spécialistes aéronautiques, mais également parmi les instances de l'OACI qui se sont rapidement inquiétés de ça. Et le MH370 pouvait laisser supposer un tel événement, du moins au départ. Donc, il y a eu énormément de travaux de l'OACI, notamment des restrictions supplémentaires appliquées à ce genre de fret dans les avions transportant des passagers, qui sont depuis en vigueur. Maintenant, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Parce qu'un incendie de ce type dégage énormément de chaleur. Le problème, c'est que avec une telle chaleur, le fuselage de l'avion n'aurait pas tenu. Pour ce qui est des fumées, le cockpit est, on va dire, surpressurisé par rapport au reste de la cabine passager, de façon à éviter que les fumées puissent entrer dans le cockpit et préserver le cockpit des fumées. Alors ça ne veut pas dire que c'est efficace à 100%, hein. Il y a eu des cas d'accident, notamment dans 747 du PS, aux Émirats, je crois que c'était aux Émirats Arabes Unis, qui a quand même eu lieu avec des fumées dans le cockpit. Mais on était sur un avion cargo. Le feu avait également fait pas mal de dégâts et avait empêché justement ce système de surpression du cockpit d'être efficace. Mais il y a des choses qui ne collent pas dans cette théorie. Comme le dit le journaliste, le pilote aurait dû lancer un message d'alerte. Ce genre d'incendie, à partir du moment où c'est détecté, ça ne va pas mettre hors d'état tous les systèmes radio en l'espace de quelques secondes. Il y aurait forcément une alarme, les pilotes auraient forcément annoncé un mayday, donc une détresse à la radio. Or, il n'y a rien de tout ça. Si les fumées avaient rendu tous les pilotes incapacitants dans le cockpit, comment expliquer pendant la première heure de la disparition qu'on ait un avion qui effectue plusieurs virages? Ça ne colle pas. Si on était dans ce cas-là, l'avion aurait continué soit sur son plan de vol, soit, une fois qu'il aurait été changé de cap, il aurait continué tout droit. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on observe dans les données radar. Donc je ne pense pas du tout à ce scénario. Guylain Watrelot, vous êtes toujours en ligne avec nous ce soir dans l'Heure du crime. Je citais les quelques propos que vous aviez accordés au journal Le Parisien sur cette liste de passagers. Propos qui m'ont un petit peu intrigué, parce que cette liste de passagers, selon vous, a fait très vite mystère. Oui, elle a fait mystère parce que il y en a eu plusieurs. C'était très bizarre. D'abord, ils ont mis beaucoup de temps à la sortir. Quand vous regardez les autres accidents d'avion, elles sont sorties beaucoup plus vite. Celle-là est sortie assez tardivement par rapport aux autres accidents. Et effectivement, il y a des choses assez bizarres sur cette liste. Et il y en a eu plusieurs qui n'étaient pas tout à fait cohérentes. Ouais. Donc, voilà. Mais comme tout ce qu'on tire dans cette histoire est bizarre, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Tout est incohérent dans cette histoire. Oui, c'est ça. C'est c'est une suite finalement de non-dits, de secrets et puis de silence. Hein. C'est un silence, ça, il faut le répéter. Vous heurtez, vous, partie civile, et vous n'êtes pas le seul. Évidemment, les autres familles de victimes sont dans le même cas. Elles n'ont pas de nouvelles. Ah non, on est tous dans le même. Moi, mon cas, et je suis le seul Français, le seul Européen, donc c'est un peu difficile.
Mais on est tous dans le même cas. On nous donne aucune information, c'est évident. Alors, autre point obscur, et là, je vais poser tout d'abord la question à Florence de Changy, et point même très obscur, c'est la fameuse cargaison. Alors, il y a ces 5 tonnes de mangoustans, ce sont des fruits exotiques, je l'ai dit, mais Florence de Changy, selon vous, il y a du matériel bien plus sensible et dangereux à bord de l'avion. Alors, on a beaucoup parlé de ces fruits à l'époque, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas clair avec cette cargaison de mangoustans. Mais ce dont je me suis rendu compte également, c'est que tous ces mangoustans, aussi illicites qu'ils soient, n'étaient sans doute pas la cause du vrai problème. En revanche, le deuxième plus gros chargement dans le MH370 de ce jour-là, qui avait au total 10 tonnes, il y avait des livres pour enfants, il y avait des tas de choses, mais donc il y avait les 4 tonnes et demie de mangoustans, et puis il y avait 2 tonnes et demie de matériel électronique. Et ce cargo-là, il était très mal identifié. Ça, je l'avais déjà noté dans ma première enquête publiée il y a 5 ans. Je disais, c'est quand même étonnant que pour 2 tonnes et demie de matériel électronique et si peu de détails, ils avaient dit que c'était des talkie-walkie et des chargeurs de batterie. Et puis, on avait parlé aussi de 200 kilos de batteries au lithium. Et on avait beaucoup développé le risque parce qu'effectivement, c'est dangereux, les batteries au lithium. Ça peut mettre le feu. Voilà, incendie, et puis incendie avec des très très hautes températures qui très vite peuvent même percer la carlingue, etc. Mais ce dont je me suis rendu compte un peu plus tard, c'est que ce cargo-là, qui est étiqueté Motorola, il a 2 énormes problèmes. C'est un, qu'il a été mis à bord de l'avion sans être scanné, ce qui est un scandale absolu. D'après les informations qu'on m'a données, cela n'arrive jamais. Enfin, cela ne devrait jamais arriver. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé avec le commandant de bord, parce que le commandant de bord, évidemment, regarde normalement la liste du cargo qu'il a à bord. Est-ce qu'il a su que ce cargo-là n'était pas scanné ou pas? Je ne le sais pas. Et le deuxième problème, c'est qu'on découvre aussi toujours que ce cargo est arrivé à l'aéroport le soir même sous escorte. Donc ça fait un peu beaucoup. Ouais. Ce chargement Motorola, oui, en effet, il pose question. Ça, Florence de Changy l'avait déjà bien fait remarquer au niveau des masses, mais on savait déjà qu'il y avait quelque chose au niveau des masses de ce chargement qui n'était pas clair et qui n'était pas suffisamment documenté. Dans le premier rapport factuel malaisien qui a été publié 1 an après la disparition, on a toute une partie sur le packaging qui est en vigueur pour les batteries au lithium. Mais c'est vrai que ça pose question sur qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce chargement. Dans ce qu'elle dit également que ce chargement est arrivé sous escorte, c'est également ce qu'elle dit dans son livre, et que c'est officiellement dans les rapports officiels que c'est écrit. Je suis désolé, jusqu'à présent, je n'ai absolument rien trouvé de ce qu'elle avance. Il n'est marqué, de mon côté, de ce que j'ai pu chercher, il n'est nullement marqué que ce chargement est arrivé sous escorte à l'aéroport de Kuala Lumpur. Autre chose que le chargement n'ait pas été scanné, je me pose aussi des questions sur cette information, parce que ce chargement, il a été pesé. Donc on sait combien il pèse. S'il a été pesé, il a forcément été enregistré. Donc, et ce chargement, il était également dans le manifeste du cargo, et il apparaissait également dans les messages NOTOC. Donc ça, c'est des messages qui sont envoyés par ACARS à l'équipage, de façon à ce qu'ils prennent connaissance du chargement cargo qui est dans l'avion et des risques éventuels. Donc, il y a des infos que Florence de Changy donne. J'aimerais bien savoir d'où elle les sort dans les rapports officiels, parce que personnellement, je ne les ai absolument pas trouvés. Oui, d'ailleurs, vous avancez, Florence de Changy, dans votre livre, un scénario qui est absolument audacieux, on peut le dire, très spectaculaire. Il se serait agi finalement de récupérer le vrai contenu des soutes. C'était du matériel militaire sans doute sensible, très précieux. Et cette opération, cette espèce d'abordage de l'avion en plein vol, aurait mal tourné. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est vrai qu'avec un truc aussi incroyable dans ces soutes, s'il faut créer un scénario, on a tendance à vouloir intégrer le fait qu'il y a ce cargo. Du coup, on imagine une opération de détournement pour confiscation de cargo
un plan A qui, les services secrets, qui aurait pu bien se terminer si l'avion s'était posé comme on le lui avait dit. Il se trouve que ce cargo, en plus, il est posé de manière à être, enfin, il est disposé dans les soutes de manière à être sorti en premier. Donc, c'est comme si c'était presque prévu. On aurait fait atterrir l'avion, on aurait déchargé le cargo, il serait reparti, on est au milieu de la nuit. Si les passagers posaient une question, on aurait dit qu'il y avait une crise cardiaque en business class, en classe affaires ou quelque chose comme ça. Et puis, il serait arrivé à Pékin avec une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Et ça aurait été mission accomplie, un non-événement. Sauf que, j'imagine, sur la base de la personnalité du commandant de bord, qu'il a peut-être refusé d'obtempérer en disant « mais moi je suis Malaysia Airlines, j'ai 238 personnes à bord, ma destination c'est Pékin, vous n'êtes ni le trafic aérien ni mon centre d'opération Malaysia Airlines, donc je n'ai aucune raison d'obéir ». Et c'est là qu'il aurait continué sa route. Sauf que c'est ce que j'appelle une très mauvaise bonne décision en fait, puisque c'est sans doute ça qui a amené à la catastrophe. Alors, quand elle dit « on imagine » un scénario, non, c'est pas on, c'est elle l'imagine. D'ailleurs, elle le dit plus tard après, elle dit j'imagine. Oui, en effet, c'est ce qu'elle imagine. En ce qui concerne l'ordre qu'aurait été donné à l'avion de se dérouter pour pouvoir décharger ce soi-disant cargo suspect, ce dont on n'a absolument aucune preuve de ce cargo suspect et que ce serait la cause de cet événement, bien là aussi je suis très dubitatif. Là elle l'explique pas dans cette interview, mais elle suppose que tout a été brouillé, notamment les communications radio. Sauf que la question qui se pose très vite, c'est comment faire passer un message à un avion si les communications sont brouillées. Ça devient impossible. Si c'est soi-disant AWACS brouillé les fréquences radio, non seulement ça aurait impacté les fréquences radio des contrôleurs de la région, en l'occurrence des Vietnamiens, puisque l'avion était en train de basculer sur la fréquence du contrôle vietnamien, ou si ça avait été fait sur la fréquence de détresse, ça aurait impacté également 121.5, autrement dit, dans les deux cas, on aurait eu affaire à du brouillage sur les fréquences qui aurait rendu le travail des contrôleurs extrêmement difficile. Or, on n'a rien de tout ça. On n'a absolument aucun élément cette nuit-là d'un quelconque brouillage sur les fréquences. Et surtout, si ça avait été passé à la radio, notamment sur la fréquence de détresse, la fréquence de détresse étant écoutée par tous les avions en vol et tous les centres de contrôle, ça ne serait absolument pas passé inaperçu. Donc ce scénario, il ne tient pas du tout pour moi. Une opération pour récupérer du matériel qui serait en fait de la haute technologie militaire, une cargaison très attendue en Chine, opération qui se serait soldée par la perte de l'appareil qui se serait abîmé non pas dans l'océan Indien, donc comme dit la version officielle, mais bel et bien au large du Vietnam. Le 29 juillet 2015, un flaperon, c'est-à-dire l'un des volets placés sur les ailes de l'appareil, actionné au décollage et à l'atterrissage, un flaperon est découvert sur une plage de la Réunion. Il pourrait appartenir au Boeing 777 de la Malaisiane. En l'absence de tout élément d'identification, aucune certitude ne va être établie sur l'origine de cette pièce par les experts de Boeing. Après analyse du laboratoire de la Direction Générale de l'Armement à Balma, près de Toulouse, le parquet de Paris affirme toutefois que, avec certitude, le flaperon appartient bien au MH370. Alors pour ce qui est de l'identification du flaperon, alors on parle souvent de cette plaque d'identification qui est manquante. En effet, il manque cette plaque d'identification. Alors ce qui est dit, c'est que si elle n'y est pas, c'est que c'est une pièce qui avait été démantelée et donc il y a des chances qu'elle ne vienne pas du MH370. Je ne pense pas du tout à ça. Quand on regarde le rapport de la DGA que vous avez là, ils ont fait une étude au boroscope pour aller voir les pièces internes justement du flaperon et on a donc les numéros qui sont là. Sauf que ces numéros ne correspondent pas à des pièces individuelles, c'est des nomenclatures génériques. C'est-à-dire que ces numéros sont utilisés sur l'ensemble des flaperons
des Boeing 777. Il y a également dans ce rapport des prélèvements de peinture qui ont été faits de façon à voir si c'était la même peinture. Voilà. Et le 3 septembre 2015, ce qui est dit, c'est que c'est le procureur de Paris qui annonce officiellement qu'il s'agit bien d'une pièce appartenant au 9M MRO, qui est l'immatriculation du MH370. Et donc, il n'y a pas eu plus d'investigations qui ont été faites derrière par la DGA. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans l'identification de ce flaperon pour Florence de Changy et Guylain Watrelot ? Ce qui pose problème, c'est que le numéro qui a été retrouvé en fait chez CASA, le fabricant de la pièce, était noté à la main sur une fiche, et que forcément, si c'est noté à la main, c'est suspect. Non, faut aussi se remettre un peu à l'époque de la fabrication de la pièce. On était en 2001. On n'était pas encore totalement informatisé, et notamment CASA, qui était le fabricant. Donc, en déduire que parce que ce numéro était noté à la main, ça voulait pour eux dire que ce document avait été falsifié plusieurs années plus tard. Désolé, c'est pas forcément ce que ça veut dire. Entre le 22 et le 24 mai 2015, les juges et les enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens se rendront au siège de Boeing à Seattle, aux États-Unis. Rencontre placée sous le sceau de la confidentialité, des éléments pouvant être communiqués aux parties civiles, mais pas enregistrés officiellement dans la procédure. Les enquêteurs français, parmi lesquels des spécialistes de l'antiterrorisme, diront à cette époque avoir la certitude que l'appareil a bien été piloté jusqu'au bout, accréditant ainsi la piste d'un geste délibéré ou d'un vol devenu incontrôlable après un incident à bord, incendie ou asphyxie générale. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit le journaliste. Si on pense que l'avion a été piloté jusqu'au bout, on ne peut pas considérer que le scénario selon lequel il y aurait eu une asphyxie générale, et donc à ce moment-là, on n'aurait eu personne qui aurait été aux commandes à la fin. L'avion aurait été non piloté à la fin. Donc non, cette hypothèse, elle ne tient pas. Si on considère que l'avion a été piloté jusqu'au bout, ben justement, le vol hypoxique, comme on appelle ça ci, c'est-à-dire que tout le monde était inconscient ou mort suite à une dépressurisation, il ne peut pas tenir à la fin, puisqu'il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit aux commandes pour expliquer ça. 7 ans après, de mystère en mystère, le MH370 reste toujours et encore au cœur des interrogations. Accident, suicide du pilote, incendie à bord, bavure militaire, détournement raté. Le ciel de l'Asie et l'immensité de l'océan Indien n'ont jamais livré le secret de cette disparition. Florence de Changy, on vous retrouve dans l'heure du crime. Je rappelle le livre que vous venez de sortir, Vol MH370, la disparition aux éditions des Arènes, une enquête très fouillée sur cette catastrophe. Les débris retrouvés au large de la Réunion, ce flaperon, ce morceau de fuselage, est-ce qu'il a parlé ? Oui, il a parlé, mais d'après moi, il n'a pas forcément parlé pour dire ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que après l'avoir regardé dans tous les sens, je finis par conclure qu'il n'est pas très probant. J'émets carrément des doutes sur sa provenance, et je soupçonne que ce n'est pas une pièce du MH370 finalement. Alors ça, c'est votre avis, Florence de Changy, mais que disent les autorités sur ce sujet ? Il y a toujours une enquête en cours en France. Guylain Watrelot nous l'a rappelé il y a quelques minutes. Oui, l'enquête française. Enfin, en France, il y a encore une enquête. La France est le seul pays à ma connaissance qui poursuive une véritable enquête sur cette affaire. Mais par contre, l'enquête technique sur le flaperon, elle est restée extrêmement opaque. Les autorités n'ont jamais partagé aucun élément sur la flottabilité de cette pièce, sur ses critères, est-ce qu'il y avait de l'explosif, enfin rien du tout. Et moi je trouve que l'attitude de la France dans cette affaire n'est pas normale et n'est pas non plus à l'honneur de la France.
Alors là, je vais être obligé de dire que Florence de Changy, ce qu'elle dit, c'est faux. Pourquoi ? En effet, ces rapports, on les a demandés rapidement auprès des autorités françaises. La France n'a jamais voulu les communiquer publiquement. À ceci, il y a une explication. Le pays qui est responsable de l'enquête de sécurité concernant justement cette disparition, c'est la Malaisie. Et au regard de la réglementation internationale, c'est-à-dire l'annexe 13 de l'OACI qui définit les règles à appliquer, eh bien c'est à l'autorité judiciaire malaisienne d'autoriser la publication ou non de certains rapports. Donc la France, il est fort probable que ce soit pour cette raison que les documents n'ont pas été communiqués publiquement. Par contre, ils ont été communiqués, certes pas tout de suite, il a fallu attendre quelques années, mais on les a dans le rapport final malaisien qui a été publié, de mémoire je crois que c'était en 2019, et là-dessus on a 4 rapports français sur l'étude du flapperon. J'ai pas dit un seul, j'ai dit 4 rapports. Vous avez tout d'abord celui-ci, qui est le rapport d'examen, donc, qui est un rapport qui fait 97 pages, qui est noté circulation restreinte, voilà, parce que c'est fait certainement par la DGA et que c'est une pièce juridique, enfin du moins judiciaire. Donc vous avez ce document qui est en anglais. Ensuite, vous avez un deuxième rapport, alors c'est pas celui-là, je vais le... Voilà. Vous avez ce deuxième rapport qui est en diffusion restreinte, qui est un rapport étonnamment en français, alors qu'il est publié en annexe du rapport final malaisien, qui fait 143 pages. Et là, vous avez tout un tas d'études sur des études justement au microscope de la pièce, mais également, alors je crois que c'est dans celui-là, où vous avez l'étude de la flottabilité. Donc quand Florence de Changy dit que la France n'a pas publié de rapport sur la flottabilité du flapperon, c'est faux. Autre rapport que l'on a, donc là j'ai noté ça, voilà. On a ce rapport également qui est un rapport français concernant l'expertise sur les crustacés qui étaient accrochés au flapperon. Ça c'est déjà un premier rapport que vous avez dessus, qui fait 11 pages, qui étudie un petit peu où est-ce qu'ils ont pu éventuellement s'accrocher. Voilà. Et vous avez un autre rapport de biologie marine concernant là encore ces crustacés qui fait 50 pages que vous avez là. Et vous avez toute une étude sur la croissance des crustacés qui ont été retrouvés sur le flapperon. Voilà. Donc ça fait quand même au total 4 rapports. Ces 4 rapports français qui sont issus de la DGA et des biologistes qui ont étudié les crustacés, on les retrouve dans le rapport final malaisien en annexe. Donc dire que la France n'a pas publié, ce n'est pas vrai. La France ne les a pas publiés directement, mais ces rapports ont été publiés dans le rapport final malaisien. Alors justement, Guylain Watrelot, vous connaissez bien cette enquête, vous êtes partie civile dans ce dossier. Dites-nous précisément où en sont les investigations. C'est toujours fermé ou c'est toujours ouvert, le dossier où il est fermé ? Le dossier est toujours ouvert et merci à mon pays qui ne referme pas un dossier comme ça. Donc ça, c'est le seul, je crois. Hein. Oui, je suis très content d'être français dans cette histoire parce que c'est le seul pays où il y a une enquête. Le seul problème, et les juges font un travail phénoménal. Et ils analysent tout et ils ont bien évidemment de plus en plus de doutes. Mais le seul problème des juges français, c'est que les preuves sont pas en France, les preuves sont aux USA, les preuves sont en Malaisie, les preuves sont en Angleterre, et ils ont beaucoup de mal pour aller les chercher. Je vais juste vous donner un exemple. Allez-y. Le seul exemple que je vais vous donner, c'est le FBI est sur place à Kuala Lumpur le lendemain. Donc le FBI mène l'enquête avec les Malaisiens. Le FBI va chercher le simulateur de vol du pilote. Le FBI analyse le simulateur de vol du pilote. Sachez que dans l'enquête officielle, il n'y a pas un seul rapport du FBI. Donc les juges français, par exemple, essayent de savoir ce que le FBI a fait sur place.
Depuis 6 ans, il négocie avec l'ambassade des États-Unis en France pour y aller. Ça fait 6 ans qu'on les mène en bateau et il n'arrive pas à voir le FBI. Donc ça commence par là, que le FBI nous dise ce qu'il a fait sur place. Oui, tout à fait. C'est une enquête véritablement sous cloche, hein, on peut dire comme ça, Guillaume Watrelot. Hein. Absolument. Totalement. Absolument. Et comme il n'y a pas de pression de notre gouvernement là-dessus, il se passera rien tant qu'il n'y aura pas une pression du gouvernement qui dira au gouvernement américain, mais c'est difficile, il faudrait que le juge français voit le FBI. Bien sûr. Et c'est totalement étanche. En ce qui concerne le FBI, il y a toujours eu une espèce d'omerta pour savoir qu'est-ce que le FBI faisait, quand est-ce qu'ils sont intervenus. Bref, il y a un énorme doute là-dessus, que Guylain Watrelot justement parle. Mais le FBI, quand on regarde les communications des autorités, il n'est pas sur place le lendemain de la disparition. Le FBI n'intervient pas le lendemain de la disparition. Le simulateur du commandant de bord n'est pas saisi au lendemain de la disparition et pas par le FBI. Le simulateur du commandant de bord a été saisi lors de la perquisition chez le commandant de bord, mais ça s'est fait plusieurs jours plus tard par la police malaisienne. Et ensuite seulement, c'est-à-dire au bout de plusieurs jours, la police malaisienne et les autorités malaisiennes ont publiquement demandé au FBI leur aide par rapport aux données du simulateur. Certes, il n'y a pas de rapport du FBI sur les données du simulateur. Ce qui n'est pas impossible, c'est que le FBI ait eu peut-être un rôle d'assistance, on va dire, aux autorités et à la police malaisienne par rapport au simulateur. Mais ce n'est pas clair. Dans le rapport de police malaisienne, dont une partie avait fuité sur le simulateur, c'est bien une partie qui a été expertisée visiblement par la police malaisienne, non le FBI. Voilà, c'est juste une petite précision que je voulais apporter là-dessus. Florence de Changy, on a lu votre livre, 500 pages, vraiment une enquête extrêmement poussée. Est-ce que selon vous, on connaîtra un jour la vérité dans cette affaire du vol MH370 ? Oui, moi j'en suis convaincue. Je pense que il y a trop de gens ici ou là qui connaissent des petits morceaux de l'affaire. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le livre, il y a quand même énormément de personnes et de témoins qui parlent un petit peu, y compris un témoin qui jure et qui veut être soumis à un détecteur de mensonges et qui est absolument certain d'avoir vu des débris être ramassés au large du Vietnam le lendemain même. Oui, et non pas au large de l'Australie. Et non au large de l'Australie, non, au large du Vietnam, justement. Et donc, si des gens comme ça ont vu, sont prêts à témoigner, d'autres le sont aussi. Et petit à petit, on va finir par mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut que les gens qui savent, même qui savent des bribes d'informations, aient le courage de parler. Alors, ce témoignage dont elle parle, d'une personne qui aurait vu des images à la télé vietnamienne de débris du MH370 qui aurait été repêché au large du Vietnam, ça va même plus loin, ce dont elle parle. Elle parle même d'un navire de pêche qui aurait même remonté la boîte noire justement de l'avion et qui avait des images à la télé. Et ça, le lendemain de la disparition. Je suis très perplexe sur ce témoignage, et pour plusieurs raisons. On est sur un crash en mer, où on ne sait déjà absolument pas où l'avion est tombé. Et bizarrement, en seulement quelques heures, on a réussi à retrouver des débris, mais surtout à remonter la boîte noire. Donc il faudrait qu'on m'explique comment le bateau de pêche a pu remonter une boîte noire qui forcément ne pouvait pas flotter. La boîte noire était forcément au fond de l'océan. Donc moi je pense, et c'est également un argument qui est évoqué par François Renaud, justement sur ce point, j'aurai l'occasion de parler de lui justement et de son enquête ultérieurement, et lui aussi, ce qu'il pense, c'est que la télévision vietnamienne a publié, enfin du moins a diffusé, des images d'archives d'un autre crash. Ça ne peut pas être le MH370, le délai de récupération des pièces est beaucoup trop court, et surtout une récupération d'une boîte noire qui aurait dû être au fond de l'eau en seulement quelques heures, ça ne s'est jamais vu. Il faut des moyens quand même spécialisés pour aller chercher une boîte noire au fond de l'eau.
C'est pas un navire de pêche qui fait ça. Donc le témoignage dont elle parle ici, je suis très dubitatif dessus. Alors le courage de parler, justement, Guylain Watrelot, je vous repose la même question qu'à Florence de Changy. Est-ce qu'on saura un jour, alors évidemment vous avez espoir, mais est-ce qu'on saura un jour selon vous? Moi, je crois qu'on s'approche très fort de la vérité avec le livre de Florence de Changy. Je pense qu'on avance. Intéressant, oui. Mais je crois que malheureusement, on ne saura jamais vraiment tout. Donc on aura, je vais juste vous donner un exemple, la Caravelle qui a été abattue il y a 30 ans près de l'Italie. Oui. Hein, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est les services secrets français qui l'ont abattu, pensant que c'était Kadhafi dans la Caravelle. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais jamais officiellement on ne le dira. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Même si c'est un dossier, celui de la Caravelle, qui a effectivement progressé. Peu à peu, les secrets se lèvent et les secrets d'État aussi sont là pour être révélés. Mais on n'en est jamais 100% sûr. Donc je pense qu'on va, comme dit Florence, on va avoir des petites brides parce qu'il y a des tas de gens qui savent quelque chose. Donc petit à petit, on va s'y approcher. Et je pense que le livre de Florence a le mérite qu'on s'approche très près de la vérité. Et donc des gens vont peut-être parler et des gens vont nous parler et on aura des petits indices comme ça. Maintenant, on reconnaîtra jamais ce qui s'est passé. Mais vous ne laisserez jamais tomber, hein, Guylain Watrelot. Bien sûr que non. On est au bout de l'émission. On a tous intérêt à savoir ce qui s'est passé, pas seulement moi. Alors que le livre de Florence de Changy s'approche très près de la vérité, là franchement, moi je suis plutôt à l'opposé. Je pense qu'on s'en éloigne énormément. D'autant qu'il repose sur énormément de témoignages qui ne sont absolument pas clairs, qui sont non vérifiés, qui sont non vérifiables. Je suis d'accord sur une chose, c'est que si on est sur une espèce de complot où il y a du monde qui sait, que les langues vont se délier, qu'il y a peut-être des choses qui vont finir par se savoir. Oui, mais les langues, on l'a déjà dit précédemment dans cette vidéo, elles ont quand même commencé à se délier. On a quand même le Premier ministre malaisien qui a commencé à avouer certaines choses. On a le Premier ministre australien qui a avoué aussi certaines choses. Le problème, c'est que Florence de Changy et Guylain Watrelot ne veulent pas voir ça. Ça ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Donc comme ça ne va pas dans leur sens, forcément ils ne voient pas ces éléments-là qui pourtant fuitent dans la presse de temps en temps. Donc non, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que avec le scénario de Florence de Changy, on s'en approche. Bien au contraire, il y a tellement d'irrégularités techniques dans son scénario que son scénario il est absolument pas viable. Ça c'est mon point de vue en tout cas. Maintenant, je suis aussi d'accord sur autre chose avec Guylain. Oui, il y a du monde qui a besoin de savoir ce qui s'est passé. Moi le premier, c'est vrai qu'en tant que contrôleur aérien, j'ai besoin de savoir pourquoi cet avion a disparu. Et comme la plupart des acteurs du monde de l'aviation, on aimerait avoir l'explication. Parce que ça n'est pas normal. Ça ne devrait jamais arriver ce genre de choses. Donc oui, je suis d'accord avec lui qu'on a besoin de savoir. Et pas seulement les familles. Je veux dire, tout le monde de l'aérien a besoin de savoir. Donc il faut continuer ces recherches. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais je suis également d'accord avec Guylain sur autre chose. C'est qu'on ne saura jamais vraiment tout ce qui s'est passé. Sans pour autant lier ça à une omerta. Mais uniquement sur le fait que parmi les boîtes noires, si jamais on les récupère et qu'elles sont exploitables, l'enregistreur de communication dans le cockpit, le CVR, n'enregistrait que les 2 dernières heures. Or, on sait que l'avion a continué à voler pendant 7 heures après la disparition. Ce qui signifie que ce qui s'est passé au moment de la disparition entre la Malaisie et le Vietnam, ça ne sera pas dans l'enregistreur des conversations du cockpit. On n'aura que les 2 dernières heures. Ce que l'on peut espérer, je dis bien seulement espérer, ça n'est pas certain, c'est que dans les 2 dernières heures du vol, et donc de cet enregistrement, qu'on puisse savoir qui était aux commandes. Ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'on entendra quelqu'un parler ? Est-ce que les passagers seront conscients ? Et ça, je pense que c'est le plus important pour les familles, de savoir dans quelles circonstances leurs proches ont pu disparaître. Ça, oui, ça, on pourrait le savoir. On pourrait également avoir, avec l'enregistreur des données de vol, l'enregistreur de paramètres, le FDR, savoir qu'est-ce qui a été touché, à quel moment, et privilégier peut-être justement cette piste de l'acte volontaire. Il y a énormément d'éléments qui vont dans ce sens. Les boîtes noires pourraient justement confirmer, on va dire,
un certain déroulement du scénario. Qu'est-ce qui a été fait, à quel moment et dans quel ordre. Donc, mais Guylain a raison, on ne saura jamais totalement ce qui s'est passé. Merci beaucoup Guylain Wattrelos et Florence de Changy d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec la disparition du vol MH370, des théories, des mystères troublants, davantage de doutes évidemment que de certitudes et une vérité, on vient de l'entendre, qu'on espère et qu'on attend encore et toujours. Merci beaucoup à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime, c'était un plaisir.